Bon, donc, pour continuer, on continue l'histoire et on va se déplacer vers l'Eurasie, toujours avec les mêmes personnes impliquées dans les projets. Donc entre Régis, Didier, évidemment Asterteam avec Karim et Georges, et puis évidemment Laetitia, Fred et Valérie. Donc par contre, j'ai un peu plus de... Enfin, je travaille beaucoup avec les gens du muséum et de l'IPH, donc voilà. Donc on est toujours en train de voyager entre paléoanthropologie et archéologie, selon qu'il y a des outils ou des fossiles, et puis donc les applications en Eurasie. Donc d'abord, on va parler du chlore-36 et du durée d'exposition avec un seul nucléide. Donc on a pour l'instant une seule application, la grotte Chauvet, donc en Ardèche, à côté de Vallon de Pont-d'Arc, et donc découverte en 1994. Et le problème de cette grotte et de toutes les magnifiques âges carbone 14 qui ont été faites jusqu'à maintenant, c'est qu'elle continue à faire l'objet de polémiques, où les gens ne sont pas d'accord sur la vieillesse des âges carbone 14 et veulent toujours dire que c'est plus jeune que la grotte de Lascaux. Donc, dans le cadre de la préparation du facsimilé et puis la thèse de Benjamin Sadier à Chambéry, donc il y a eu toute une étude qui a été faite, donc une grande étude cartographique aux abords de la grotte et dans la grotte, un scanner haute résolution, et donc en fait ils ont mis à jour des dépôts de stalagmites à l'extérieur de la grotte, donc ça prouve que la grotte continuait en fait à l'extérieur. Ils ont également étudié toute la surface au-dessus de la grotte, donc voilà, toute une grosse cartographie bien faite. Donc aussi à l'intérieur, donc il n'y a pas d'autres sorties ou d'autres entrées. Hein. Donc aussi étudier à peu près à l'endroit où étaient tous les produits d'éboulement. Et donc le volume, pour atteindre le volume total de matériel éboulé autour de 4500 m3, et la place de l'entrée de la grotte au moment où les gravures ont été faites. Donc reconstitution également par Benjamin de la paléo-entrée telle qu'elle était avant l'éboulement des surfaces au-dessus. Donc, dans le cadre de sa thèse, il a effectué un certain nombre de relevés. Donc, vous voyez sur cette figure, là, tous les petits points jaunes, en fait, c'est les échantillons faits pour le chlore-36. Et donc, une fois traitées toutes les données, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait quatre éboulements. Donc, le pilier d'Abraham, en fait, c'est cette partie-là qui, lui, est tombé, a été donc nouvellement mise à jour il y a 34 000 ans. Ensuite, on a un deuxième événement autour de 29 000 ans, un troisième événement à 23 000 ans, et le dernier daté, donc la dernière surface mise à jour, nouvellement mise à jour à 21,5 000 ans. Et donc, en fait, c'est génial parce que si on regarde entre les données, enfin une partie des données carbone 14 et les âges chlore-36, ben, en fait, on se rend compte que quasiment chaque phase d'éboulement tombe pile à une interruption d'occupation, que ce soit humaine ou animale. Et en fait, si je me souviens bien, entre 29 et 23 000 ans, il n'y a plus que des souris, enfin des petits mammifères qui passent, et après, entre 23 et 21 000 ans, il n'y a plus aucune date carbone 14, et puis surtout pas de seconde entrée. J'ai entendu lors de conférences quand même des gens qui continuent à dire qu'il y a une autre entrée, que les hommes préhistoriques venaient continuer à faire leur peinture. Bon, mais ils disent oui, les âges chlore-36 c'est génial, c'est très bien, mais carbone 14 est pollué. Bon, ça, je ne rentre pas dans ce débat, mais bon, en tout cas, l'entrée principale, et l'unique attestée, est fermée depuis 21,5 millions d'années. 1000 ans, pardon. Donc, si maintenant on passe avec 2 nucléides cosmogéniques, donc on retourne avec ce qu'a dit Régis, on est en durée d'enfouissement.
Donc là, je vais continuer comme ce qu'on a fait à Dungo, sauf que là, on est un peu plus récent. Donc des sites qu'on va passer le plus à l'est possible, donc le site en Corée du Sud, où avant ces travaux, en fait, la présence humaine était attestée à partir de 70 000 ans. Donc on a fait principalement 3 sites. Donc Shonggongni, c'est le site le plus important pour les Sud-Coréens. Là, il y a un grand musée qui a été fait il y a quelques années. C'est un grand festival de la préhistoire qui est organisé tous les ans. C'est assez monstrueux. Et donc, si on fait les 4 outils qui ont été datés sur ce site-là, donc on a un âge minimum d'enfouissement autour de 500 000 ans. Et pareil, en fait, pour les autres sites, donc Wondongjeongno qui est juste à côté et Mansouri qui est plus au sud de Séoul. Donc voilà, on est toujours dans cette gamme de 500 000 ans, donc qui atteste une occupation vraiment antérieure des hommes sur cette péninsule. Bon, malheureusement, les restes fossiles, ils sont principalement basés en Corée du Nord, donc on ne pourra pas aller tester ça pour l'instant. Donc voilà. Si on change, on se rapproche un peu plus de nous. Donc le site que Régis a daté en Inde, donc dans le sud de l'Inde, à Tirampakam. Donc les âges sont répartis au-dessus d'1 million d'années pour les 6 artefacts et avec un âge minimum de 1,5 million d'années. Donc encore une fois, là, ça veut dire que la péninsule indienne a été occupée beaucoup plus tôt que ce qui était pensé avant. Donc, même s'il y avait des âges en Indonésie à 1,9 million d'années, en fait, tout le monde pensait que c'était beaucoup plus récent en Inde. Ben non, en fait, on n'est quand même pas si mal que ça. Pardon. Donc maintenant, je me rapproche encore. Donc ça, c'est un gros travail pluridisciplinaire qui est toujours en cours d'ailleurs. Donc on est en Turquie, dans le bassin de Denizli. Donc en Turquie, on est quand même sur une zone de confluence ou un pont entre 2 continents. Et il y a très peu de restes fossiles d'hommes homininés qui ont été trouvés. Donc il y a à la grotte de Karaïn cette mâchoire qui est assez jeune et donc le crâne de Kochabash qui est ici. Et pour l'autre site le plus ancien, c'est ce petit fragment de quartzite dans la vallée de Gediz, donc dans un autre petit bassin. Donc, et puis les autres sites ne sont pas vraiment datés, donc voilà. Et il y a eu pas mal de travaux dessus. Donc, dans ce bassin de Denizli, en fait, on est dans une région donc au sud-ouest de la Turquie, une région très active sismiquement. Et dans le nord de ce bassin, il y a un certain nombre de failles qui permettent la résurgence de sources d'eau chaude et donc le dépôt de travertins dont vous avez ici le travertin actif actuellement, qui est le site de Pamukkale, avec la ville de Hiérapolis sur le dessus où Cléopâtre venait prendre ses bains. Et donc pour les travertins fossiles, ils sont exploités par l'industrie marbrière pour faire des dalles et du carrelage, quoi. Donc on a 3 fragments d'un crâne d'Homo erectus qui ont cette forme-là parce qu'ils ont été coupés par les lames de la machine, donc à l'usine. Ce travertin avait été daté avant, donc avec des âges pas du tout concordants, entre 400 000 et 1 million d'années. Donc, vu l'importance du fossile, premier Homo erectus, seul fossile de crâne en Turquie, donc il était important de le dater. Et donc, je vous reparle un peu du contexte de la découverte. Donc, les blocs sont coupés dans la carrière, ils sont transportés ensuite dans les usines et on a l'écartement des 2 lames qui vont couper les dalles
Et en fait, notre collègue Mehmet Cihatalcicek a trouvé ces 3 fragments de fossiles dans les déchets de coupe en 2002. Donc il y a eu toute une tentative d'étude derrière, et puis en fait on pourra aboutir à s'adresser à ce qui s'adresse au muséum et qu'on commence toute l'étude. Donc c'est un Homo erectus, donc ça a été fait prouver au muséum par ma collègue Amélie Vialet. Il est très proche des Homo erectus d'Éthiopie en fait. Et donc, voilà, pour le replacer proche de ses cousins, aux 2,8 millions d'années, 1,45 million d'années, il est totalement différent des Homo erectus chinois. Donc, c'était important. Et donc, dans ce travertin, à côté de lui, il a été trouvé donc, un certain nombre. On en trouve de plus en plus, puisqu'on va faire la chasse aux fossiles dans les usines et les carrières. Mais voilà, pour l'instant, on a des crabes, des végétaux, des galets aussi, des feuilles, des carapaces de tortues, de l'hyparion, du mammouth, des plumes parfois, des branches, un peu de tout. Ben. Après, le problème, c'est que c'est découvert au moment des coupes. Donc, parfois, c'est jeté par les carriers, parfois, c'est envoyé chez des particuliers. Donc, on a un peu de mal à récupérer ce qu'il faut. Donc, voilà le contexte du site. Donc, on est dans cette carrière. En 2002, il y avait juste le sommet de la carrière qui avait été exploité. Donc là, en fait, l'exploitation intensive, vu que les dalles partent en Chine, aux États-Unis, un tout petit peu en Europe, donc a permis qu'on ait presque une centaine de mètres de coupe, du coup, répartis. Et donc, on a fait avec Pierre Rochette et d'autres collègues, on a fait un certain nombre d'échantillonnages, donc paléomag pour toutes les petites étoiles que vous voyez sur le côté des logs, et puis les BE, c'est les échantillons beryllium, donc sur les niveaux de conglomérats. Donc, je tiens à préciser que tous les fossiles qui ont été trouvés viennent uniquement du travertin supérieur. Aucun ne viennent de la base du travertin inférieur. Donc en fait, ça veut dire que les 2 conglomérats que j'ai échantillonnés pour le beryllium encadrent en fait ce niveau fossilifère. Donc les voici. Donc en latéral, on a 2 zones où on a pu échantillonner le conglomérat supérieur et une zone conglomérat inférieur. Donc si on replace les données donc, dans la banane, pareil, donc on a un âge minimum d'enfouissement pour le travertin inférieur, donc pour le conglomérat inférieur, donc sous le travertin, un âge minimum de dépôt parce que là on peut vraiment parler de dépôt, de 1,6 million d'années, et pour le conglomérat supérieur, donc au-dessus du travertin fossilifère, un âge minimum d'enfouissement de 1,12 million d'années. Et si on regarde maintenant les données paléomag, en fait, on a une inversion au niveau de la transition travertin supérieur et conglomérat supérieur. Et le plus logique est de rattacher cette inversion à l'inversion de Cobb-Montaigne. Donc ça veut dire un âge pour le dépôt de ce travertin fossilifère réparti entre 1,2 et 1,6 million d'années pour l'instant. Donc l'étude est censée continuer dès qu'on pourra. Donc si on se remet dans toute cette étude, donc c'est le seul Homo erectus qui est connu en Turquie. On a pour la biochronologie, on a du mammouth, on a de l'hyparion archaïque, donc qui donne un âge supérieur à 0,7 million d'années. Pour ce qui est du paléomag, on peut le rattacher à l'inversion de Cobb-Montaigne et les nucléides cosmogéniques entre 1,1 et 1,6 million d'années. Donc en fait, on considère la tranche pour ce dépôt fossilifère entre 1,2 et 1,6 million d'années, sachant que les paléontologues voudraient bien qu'on réduise cette gamme temporelle. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Les collègues, du coup, ils sont bien contents, et replacer dans une carte avec l'évolution des hominidés en dehors d'Afrique,
En Géorgie, où on est vers 1,8, en Europe, où on est vers 1,4, à Atapuerca, avec 1,2 aussi daté par le nucléide cosmogénique. Et donc, tout ça, ça permet de tenter de retracer des chemins de migration pour les premières migrations en dehors d'Afrique. Donc, on serait potentiellement sur une deuxième phase de migration pour ce qui est de l'homme de Cochabache. Parce que, comme il est proche de ses cousins, enfin des représentants en Éthiopie, ça semble assez logique pour les paléanthropologues. Donc maintenant, on se rapproche encore d'ici. Une tentative sur la grotte de l'Observatoire à Monaco. Donc là, théoriquement, on était censé être dans un cadre génial. On est dans une grotte, des outils abandonnés, complètement protégés du rayonnement cosmique. Donc normalement, on aurait dû avoir un super âge. Et tout ça, c'est dans le cadre de nouvelles études lancées par le musée de préhistoire de Monaco, où ils ont repris toutes les fouilles faites il y a un siècle. Et tout ça dans le but d'essayer de comprendre le comportement et la migration des chaînes de l'évolution technologique le long du pourtour nord-méditerranéen. Donc voir s'il y a une diffusion du savoir, dans quel ordre il se fait et tout. Et donc ils ont fait toute une étude aussi, donc à partir des outils qui ont été trouvés dans la grotte, de savoir quelle était la provenance de ces outils. Donc voilà, et du coup on est allé là-bas, on a échantillonné, donc pas très loin de la grotte et ici, donc dans le jardin, dans le jardin botanique, désolé, dans le jardin exotique, pardon. Et on est allé donc au Cap d'Aille, enfin à Pointe des Douaniers, et sur les plages de Roquebrune pour échantillonner, donc l'andésite, parce qu'il y a des outils en andésite, et les grès d'anote contenus dans, enfin les galets de grès d'anote contenus dans le poudingue de Roquebrune. Et ben en fait, malheureusement, en fait, on n'a plus d'aluminium. Donc, enfin, on n'a pas d'aluminium dedans, très peu de beryllium. Donc, en gros, ça veut dire que ce soit dans les outils ou dans les échantillons prélevés sur les plages. Donc, en gros, on n'a pas eu d'accumulation de nucléides cosmogéniques. Donc, on ne peut pas dater, en fait. Alors, en fait, c'est comme si les hommes préhistoriques avaient fait exprès de prendre des galets qui étaient déjà protégés du rayonnement cosmique, franchement. Donc ça, c'est un site, je vous le montre quand même, parce que même si ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est le deuxième site préhistorique qui a été daté par cette méthode, donc par Daryl Granger, qui est l'initiateur de cette méthode. Son premier essai avait été pour la grotte de Sterkfontein, en Afrique du Sud. Et donc là, le papier daté le plus vieil européen, donc à 1,2 million d'années, sur le site d'Atapuerca, à la Cima del Elefant en Espagne, donc avec une datation faite au niveau de l'endroit où ont été trouvés les restes humains. Donc c'est un site très important pour nous. Et donc le but de tout ça, c'est quand même d'essayer de compléter toutes ces cartes, donc essayer de rajouter un petit logo radioactif sur chacun des sites, par exemple, ce serait l'idéal. Donc avec compléter aussi bien au niveau paléomag, biochronologie, archéologie et datation absolue, ce qui serait génial, que ce soit par notre méthode ou par une autre d'ailleurs. Donc pour avoir une meilleure compréhension des chemins migratoires. Donc je vous parle vite fait de ça. On parlait d'une autre application en atmosphérique pour le bassin pannonien. On est en train de publier une datation aussi atmosphérique pour le Mozambique, donc à suivre, sachant que j'ai fait aussi bien de l'atmosphérique que de l'in situ sur ce site. Donc on espère que ça va sortir bientôt, on va voir. Et il y a d'autres applications à publier qui sont en cours d'écriture, donc Java, sur le site de Sangiran, où on a des Homo erectus supposés à 1,9 million d'années. Enfin, pareil, les âges font débat entre 1 million d'années et 1,9 million.
Et puis la côte de l'Arago qu'il faut que je publie. Et donc voilà, toujours la même carte. Et puis je vous remercie de votre attention.